Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration à pas aisée. On plonge aujourd'hui dans les profondeurs du folklore japonais avec une légende qui vous fera frissonner, c'est promis. Hachishaku-sama. Hachishaku-sama. Ah oui, une créature fascinante. On a reçu pas mal de sources sur elle et on va essayer de démêler tout ça ensemble. Tout à fait. Un vrai mystère, cette Hachishaku-sama. Alors, pour commencer, on part d'une créature immense, imaginez presque 3 mètres de haut. Impressionnant. D'où son nom, Hachishaku-sama. Hachipuri, Hoshiku, une ancienne unité de mesure japonaise, et puis Sama, marque de respect. Ah oui, Sama, pour le respect. Intéressant. Ça nous montre qu'elle inspire une certaine crainte malgré tout. Exactement. Et ce n'est pas tout. On a trouvé des descriptions, comment dire, plutôt effrayantes. Souvent, elle est dépeinte avec une robe d'été blanche, un grand chapeau qui cache son visage. Mystérieux. Parfois, c'est une vieille femme, parfois une belle femme, mais toujours avec un côté dérangeant. On dirait une description de yokai, vous ne trouvez pas? Ah oui, comme Kuchi Sakona dont on a parlé, la femme à la bouche fendue, elles ont ce côté terrifiant en commun. Exactement. Les yokai, ces esprits ou monstres du folklore japonais, on les retrouve souvent avec des vêtements blancs, de longs cheveux noirs et une forme féminine. Oui, c'est vrai. Mais ce qui rend Hachishaku-sama si spécial, c'est sa voix. Oh oui, j'ai lu des témoignages, c'est glaçant. Oh, une voix d'homme, profonde, qui répète « po, 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 po ». On imagine la scène, la nuit, ça donne des frissons. C'est le signe de sa présence, un avertissement. Un avertissement, oui. Mais d'où vient-elle? Comment est née cette légende en bon? C'est là que ça devient intéressant. La légende de Hachishaku-sama est assez récente. Elle vient d'Internet des années 2000. Ah oui, c'est assez inhabituel, non? Pour un yokai, je veux dire. Oui, la plupart des légendes de yokai, elles se transmettent oralement de génération en génération. Hachishaku-sama, c'est différent. C'est une légende urbaine née à l'ère d'Internet. On voit que le folklore évolue avec son temps. Oui, Internet, c'est un terrain fertile pour les légendes urbaines. Les histoires se propagent si vite. C'est vrai. Mais quelle est l'histoire au cœur de cette légende? Alors, la légende raconte que Hachishaku-sama était emprisonné dans un sanctuaire près d'un village, gardé par 4 statues de Jizo. Des statues de Jizo. Ces divinités protectrices des enfants. Oui, on les voit souvent dans les temples bouddhistes, ironique, non. Ils sont censés protéger les enfants, et là, ils protègent un yokai qui s'attaque aux enfants. C'est étrange. Mais pourquoi ce village gardait une créature si dangereuse enfermée? C'est un des aspects les plus mystérieux de la légende. Il paraît que le village avait un accord avec les autres villages. Ils gardaient Hachishaku-sama, et en échange, ils avaient certains avantages, comme la priorité d'accès à l'eau. Un pacte avec le diable, en quelque sorte. Oui, sacrifier la sécurité des enfants pour des ressources, c'est assez sombre. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi les enfants? Pourquoi s'attaquerait-elle à eux? C'est une question qui revient souvent. Une fois qu'Hachishaku-sama a choisi un enfant, eh bien, il disparaît. Disparu. Comme ça? Oui, probablement à jamais. Effrayant. Mais qu'est-ce qu'il a rêvé? Est-ce qu'on sait où? La légende n'est pas très claire là-dessus. Certains pensent qu'elle les tue directement, d'autres qu'elle les garde en vie, qu'elle se nourrit de leur force vitale. Pendant des années, des siècles peut-être. Se nourrir de leur force vitale? Horrible. Oui, c'est une image qui renvoie à des peurs très anciennes, mais pourquoi les enfants? Pourquoi cette préférence? Peut-être parce qu'ils sont plus vulnérables, plus faciles à manipuler. C'est possible, imaginez, elles pourraient imiter la voix de leurs parents pour les attirer. Oh non, c'est terrible. Utiliser la confiance des enfants contre eux. Exactement. On trouve beaucoup de témoignages sur Internet, des forums, des sites sur les légendes urbaines. Hmm. C'est comme si la légende prenait vie. Oui, on a l'impression d'y être, de ressentir ce qu'ils ont vécu. Pourquoi ces récits nous fascinent autant, à votre avis? Parce qu'on se met à la place des gens, on ressent leur peur, face à l'inconnu. Oui, on imagine tout, les sons, les sensations. On se demande même ce qu'on fait à leur place. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces témoignages? Certains sont peut-être exagérés ou même inventés d'un. Bien sûr, il faut être prudent. L'intention derrière ces récits, elle peut être diverse. Parfois, c'est juste pour partager une expérience effrayante, parfois pour attirer l'attention, alimenter la légende. Difficile de savoir ce qui est vrai. Un peu comme un jeu entre le vrai, le faux et peut-être le divertissement. Mais au-delà de la vérité, qu'est-ce qu'on apprend sur Hachishaku-sama? Est-ce qu'on découvre des aspects qu'on ne connaissait pas? On nourrit l'imaginaire, on la rend plus réelle, on retrouve des éléments classiques, sa taille, sa robe blanche, le chapeau. Mais il y a des variations, des détails nouveaux qui enrichissent la légende. J'ai lu que certains témoignages mentionnent une odeur particulière, une odeur de moisie, d'humidité, comme si la créature était liée à la mort. Intéressant, oui.
Cette odeur, c'est une marque sensorielle, une façon de l'identifier, de la craindre aussi. Hachishaku-sama se transforme, on dirait. Elle a plusieurs facettes. Chaque récit ajoute une nouvelle couche de mystère. C'est peut-être pour ça qu'elle nous fascine autant. Oui, elle est floue, elle s'adapte aux peurs de chacun. C'est une toile vierge sur laquelle on projette nos propres angoisses. Et ça explique peut-être sa popularité au Japon, mais aussi ailleurs. Elle est devenue un phénomène global. On trouve des histoires de partout. C'est fou, une légende urbaine qui traverse les frontières. Oui, elle représente la fascination pour l'horreur japonaise, la pop culture globale. Et ça l'alimente, la fait grandir. On s'approprie sa figure. On la décline dans tous les formats. Des histoires, des images, des vidéos, des jeux. C'est une franchise maintenant. C'est fascinant. D'un côté, ça la fait connaître à plus de monde, ça crée de l'intérêt pour la culture japonaise. Mais de l'autre, on risque de la simplifier, d'en faire un produit de consommation. C'est le dilemme de toutes les légendes urbaines. Comment garder l'authenticité tout en la rendant accessible. Il faut trouver un équilibre entre la tradition et la création. Un équilibre délicat, c'est sûr. Mais c'est peut-être cette tension entre le passé et le présent qui la rend si intéressante. Elle est à la fois japonaise et globale. Exactement. Elle est au carrefour des mondes. Et c'est ce qui lui donne sa force, son mystère. Elle nous intrigue, elle nous fait peur et elle nous fait réfléchir. Elle nous rappelle que le monde est plein de choses qu'on ne comprend pas. Et c'est peut-être son vrai pouvoir, nous forcer à regarder nos propres peurs. Et si on explorait cet aspect psychologique maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit sur nos peurs? Est-ce qu'elle représente une peur japonaise ou universelle? Bonne question. Pour comprendre, regardons le contexte culturel japonais. Au Japon, on accorde beaucoup d'importance au respect des traditions, à l'ordre, à la hiérarchie. Oui, c'est une société très codifiée. Hachishaku-sama, avec sa taille, sa voix d'homme, sa façon d'ignorer les règles, elle représente une rupture, un danger pour cette harmonie. Comme une force du chaos qui vient tout bouleverser. Exactement. Elle incarne la peur de ce chaos, de la transgression. Une peur qu'on retrouve dans d'autres cultures, mais peut-être plus forte au Japon. Oui, on pense aux monstres, aux démons. Dans les mythes, les légendes, c'est souvent une façon d'affronter nos peurs en leur donnant une forme. Et Hachishaku-sama, avec son apparence, sa voix, sa fascination pour les enfants, elle cristallise ses peurs, ses angoisses universelles. Et son lien avec les Jizo, ces statues protectrices, qu'est-ce que ça signifie, à votre avis? C'est troublant. Des statues qui protègent, liées à une créature qui attaque les enfants. Un contraste étrange. Comme si Hachishaku-sama se servait de leur image pour mieux tromper les enfants. C'est possible. Les enfants voient les Jizo comme des figures bienveillantes. Ils baisseraient leur garde. Terrible. Utiliser leur confiance pour les piéger. Oui, mais on peut aussi y voir une sorte de coexistence entre la protection et la destruction. Comme deux forces opposées, le bien et le mal. Oui, et ça nous interroge sur notre propre rapport à ces forces. On termine notre exploration. Hachishaku-sama, une légende née sur Internet, devenue un phénomène global. Est-ce qu'elle nous dit quelque chose sur notre société, nos angoisses? Oui, elle est plus qu'une créature. Elle reflète nos peurs. Dans un monde de plus en plus virtuel, est-ce qu'elle ne représente pas la peur de se perdre, de la déshumanisation? Sa taille, son apparence qui change, sa voix, comme une perte d'identité, dans un monde saturé d'informations. On se sent dépassé, submergé, on n'arrive plus à se connecter aux autres, au monde réel. Et les enfants qu'elle cible, c'est peut-être l'innocence perdue face à la violence du monde. La peur de la corruption, oui. Une légende qui exprime des angoisses universelles. C'est pour ça qu'elle nous touche autant. Elle nous parle de la fragilité humaine, de notre recherche de sens. Accepter cette fragilité, c'est peut-être la clé pour résister, pour construire un avenir meilleur. Un avenir où les légendes, comme celle de Hachishaku-sama, nous fascinent et nous interrogent. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que vous avez appris des choses et que vous avez réfléchi à vos propres peurs. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des légendes urbaines. N'oubliez pas, la réalité est souvent plus étrange que la fiction.